Bonjour et bienvenue dans À tout santé, votre émission sur la santé pour vous permettre de rester en forme. Aujourd'hui, le don d'organes, qui est depuis l'hiver dernier un sujet majeur de santé publique en région PACA, notamment à Marseille, à l'occasion d'une opération de sensibilisation intitulée Marseille, Provence, capitale du don, marquée par plusieurs manifestations sportives et culturelles. Dans cette émission, nous allons d'abord suivre l'itinéraire étonnant de Céline, une Marseillaise qui a couru la course du don seulement 2 mois après sa greffe du rein. Notre expert, le professeur Christian Coulange, nous parlera des innovations en matière de greffe du rein. Un second reportage nous conduira sur les traces de Christophe Fourel, qui a subi une transplantation cardiaque qui lui a rendu la vie. Nous verrons comment, à son tour, il a donné la vie. Enfin, dans la chronique pédagogique, le docteur Hervé Collado nous parlera des effets psychologiques sur la greffe. Et nous terminerons, comme d'habitude, sur la revue du web par Bruno Benck, qui aujourd'hui nous présentera une greffe tout à fait originale. Maintenant, place à notre premier reportage où nous verrons comment l'amour d'une mère peut redonner la vie à son enfant. Reportage représenté par France Beru et Laura Cioffi. Je m'appelle Céline, j'ai été greffée rénale le 3 avril 2015. C'est ma mère qui m'a fait ce don d'organes. J'ai appris que j'avais une polykystose rénale il y a quelques années de ça quand j'ai voulu avoir un enfant. Elle m'a dit, si j'ai besoin d'une greffe, maman, est-ce que tu serais d'accord pour me donner ton rein? Je ne dis pas le problème, si je peux, vu mon âge, vu que j'ai eu un gros problème de santé. Et pas de problème, moi si je suis compatible, je donnerai mon rein. Le 7 juin, c'est la date de naissance où elle m'a mise au monde. Et le 3 avril, c'est celle où elle m'a redonné quelque part la vie, quoi. Lorsqu'on est greffé, il faut savoir que souvent il y a des images où on se dit après les 2 personnes vont se retrouver ou quoi. C'est pas forcément comme ça, puisque lorsqu'on est remonté du bloc, on se voit en salle de réveil, ma mère et moi. Ma mère est sous morphine à haute dose. Moi j'étais à côté nettement plus réveillée. Je l'ai vu un bref moment. Ensuite, moi, j'étais dans une chambre stérile pendant 5 jours. Au bout du 5e jour, elle est venue me voir en fauteuil roulant parce qu'on a emmené. Elle m'a vu derrière une vitre et c'est vrai qu'il n'y a que lorsque je suis sortie de l'hôpital au bout du 12e jour que j'ai pu avoir un contact physique avec ma mère. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que quelqu'un qui vous redonne la vie comme ça, c'est pas évident de ne pas pouvoir le toucher, lui dire merci, même si il n'y a pas à dire merci puisque ma mère n'attendait pas un merci. Alors au niveau de mon équipe médicale, il y a 2 personnes qui pour moi sont essentielles dans mon suivi. C'est le professeur Dussol qui me suit depuis des années. Après, la 2e personne aussi qui est essentielle dans ce parcours, c'est le chirurgien Véronique Delaporte qui m'a opérée. Donc avec elle, il s'est aussi établi un rapport particulier. Et ce lien perdure puisque on est toujours en contact. Nous avons fait la course du don ensemble puisque c'est elle qui m'en avait justement parlé. Cette course était pour le don, donc les gens qui étaient là, il y avait beaucoup d'associations qui représentaient les différents organes comme l'association pour Maryse. Donc ça permettait justement de faire connaître et de se battre pour une cause et de montrer justement à travers mon témoignage et ma présence pardon, puisque là on avait un témoignage vivant. Les gens lorsqu'ils courent n'ont pas forcément, ils savent qu'ils courent pour une cause, mais là j'étais ce témoin vivant de pourquoi on court, quoi. Eh bien, de retour sur le plateau d'À tout santé avec nos invités. Tout d'abord, le professeur Christian Coulange. Vous êtes spécialiste alors, on dit la transplantation du rein et pas la greffe du rein. Bienvenue et bonjour. Bruno Benck, qui est notre journaliste en santé. Bienvenue, Bruno. Hervé Collado, donc notre chroniqueur. Et puis surtout, Céline, qui est à nos côtés aujourd'hui, après tous ces moments d'émotion qu'on vient de vivre avec vous sur le reportage. Alors, racontez-nous comment on fait un exploit comme ça. Vous êtes une véritable héroïne. 2 mois après une greffe du rein, vous faites une course. Alors, dans un premier temps, pour moi, ce n'est pas un exploit. L'exploit, c'est le corps médical qui l'a fait. Ensuite, c'est ma mère qui fait cet acte de vie. C'est un acte d'amour. Oui, un acte d'amour. Pour moi, ça me semblait une logique de pouvoir participer, de montrer à ceux qui sont en attente et qui espèrent justement recevoir un don quel qu'il soit, qu'après il y a une vie, après le don d'organes, il y a encore une vie et qu'on peut rapidement retrouver une vie plus ou moins normale. Mais est-ce que, professeur Coulange, vous qui êtes expert, est-ce que c'est fréquent quand même 2 mois après une greffe de ce type? Non, c'est pas fréquent. Hein.
le disais, c'est-à-dire que quand les gens bénéficient d'un don vivant de façon rapprochée par rapport à l'initiation de la dialyse, sont des gens qui sont en meilleur état que ceux qui malheureusement n'ont pas la chance de Céline et qui sont greffés à partir de reins de sujets en état de mort cérébrale. Sont des gens qui ont souvent des délais d'attente plus importants et donc ils ne sont pas en aussi bon état général que Céline. Et donc les premiers jours après la greffe, comment c'est venu cette envie de faire cette course? Il y a eu un challenge? Comment c'est arrivé? C'est avec Véronique Delaporte, ma chirurgienne, puisqu'elle venait me voir régulièrement dans ma chambre pour qu'on puisse papoter d'autres choses que de problèmes. C'est ce qu'on a vu en photo là, sur le podium, elle était à côté de vous. Voilà, exactement. Il y a des rapports particuliers qui se tissent entre un chirurgien et son patient, et entre nous d'autant plus puisque nous sommes deux femmes qui avons plus ou moins le même âge, etc. Donc de ce fait, elle m'avait parlé de cette course quand j'étais dans mon lit d'hôpital et je lui ai dit je prends le pari d'essayer de la faire. Et donc pour réussi. Moi, oui, j'ai réussi. Oui. Bravo. En tout cas, bravo. Aussi, bravo. Je n'ai pas fait que courir. J'ai aussi marché pendant cette course. Oui, vous étiez au départ et à l'arrivée, et oui. Donc on vous rend vraiment hommage. Hervé, est-ce que dans le monde de la greffe, c'est des choses que vous voyez vous aussi? C'est très rare dans le domaine de la greffe et du sport, puisque là on mêle un petit peu les deux. C'est très rare d'avoir 2 mois après. Je pense qu'il faut quand même une motivation et un caractère au-delà de la moyenne pour le faire. Et quelle que soit la greffe ou la maladie d'ailleurs, si on peut généraliser un peu les choses. Et comment on retrouve une vie normale après une greffe? Quels sont les ingrédients, Céline, qui arrivent? D'un coup, vous étiez malade et puis d'un coup, vous êtes en bonne santé grâce à la greffe. Comment ça se... On est très entouré, c'est très important d'être entouré et d'essayer de retrouver des automatismes, c'est-à-dire recommencer à aller marcher, tout simplement, ce que je pouvais faire avant. Le travail, on va encore attendre un peu, je reprendrai d'ici 15 jours, mais c'est vrai qu'essayer de retrouver une vie plus ou moins normale, il y a des contraintes, la maladie nous offre des contraintes. Mais... Qu'est-ce qui a été le plus dur dans la période, au moment où vous êtes dégreffé? J'ai senti quand vous ne pouviez pas voir votre maman tout de suite, ça a été un moment compliqué, non? Ma mère et les personnes qui m'entouraient, puisque les 5 premiers jours, il faut savoir qu'on peut les voir derrière une vitre, mais qu'ensuite on pense dans ce qu'on appelle une chambre stérile, donc entre le 6e jour et tant qu'on ne vous laisse pas sortir, vous ne voyez plus personne. Hervé, vous voulez dire... Simplement pour rebondir, c'est vrai que l'entourage est prépondérant dans n'importe quelle greffe, que ce soit la greffe cardiaque ou de rein, mais là, encore plus, il y a un don qui n'est pas anonyme, et le don vient de la famille, donc l'entourage a une partie puissance, j'allais dire 10, par rapport à une greffe d'organes anonyme. Si on avait un message à faire passer quand on a vécu cette expérience, j'ai des petits soucis d'oreillette, les joies du direct, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont en attente de greffe? Qu'il faut y croire déjà, que ça arrive, qu'il y a de plus en plus de greffes qui se font, parce que les gens, je pense, de plus en plus sont sensibilisés, donc le message passe. Il ne faut pas désespérer et il faut surtout essayer de rester même en dialyse dans les meilleures conditions entre guillemets physiques possibles pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible aussi. Donc ça veut dire s'astreindre aussi à des contraintes pendant la dialyse, des contraintes alimentaires. Moi quand j'étais dialysée, j'allais marcher. Je ne courais pas, mais j'allais quand même marcher. Donc le sport, qui était le thème de notre émission précédente, c'est quelque chose d'important aussi pour la greffe. C'est encore plus important et à 2 niveaux. Au niveau physique, parce que je pense qu'il faut être prêt physiquement à la greffe, parce qu'il y a une anesthésie qui est importante, il faut que le corps soit prêt. Et puis moralement, parce que ce délai d'attente, où finalement le patient futur greffé se sent passif, il est dans l'attente et est difficile à gérer. Donc le fait d'avoir une activité physique l'aide beaucoup. C'est comme un sportif qui s'entraîne régulièrement jusqu'à arriver à la greffe pour continuer à être performant et puis à arriver, bravo, à faire cette course 2 mois après. Professeur Coulange, vous qui êtes spécialiste dans le domaine, est-ce qu'on a des facilités à trouver des reins? Est-ce que le public répond bien? Comment ça fonctionne? Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a depuis 20 ou 30 ans un déficit chronique en greffons du rein comme d'autres organes. Et donc, on a essayé, après la première phase qui consistait à prélever des reins chez des sujets en état de mort cérébrale, de développer le donneur vivant. Alors, c'est grâce à 2 lois de bioéthique, une en 2004, une en 2011. En 2004, on a élargi les propositions de dons aux parents proches.
Et puis en 2011, on a élargi les donneurs vivants avec ce que l'on appelle les couples émotionnellement apparentés, ce qui est assez étonnant, mais enfin bref. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent en couple depuis plus de 2 ans. Donc ensuite, si vous voulez, on a également développé maintenant, c'est très récent, il y a encore peu d'équipes qui le font, les greffes à partir de donneurs vivants incompatibles. Parce que là, on l'a vu, il y avait une compatibilité ABO entre la maman de Céline et Céline. Donc aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, donc il y a des lois qui ont changé les choses. Écoutez, professeur, on vous remercie pour cette intervention. Merci à nos invités pour cette première partie de débat. On va garder le professeur Coulanges avec nous pour la parole d'expert. On a la chance d'avoir un éminent spécialiste de la greffe du rein. Et juste après le jingle, vous allez répondre à une question d'une téléspectatrice. Monsieur Coulanges, on a reçu une question d'Isabelle qui habite à Marseille et qui se pose la question suivante. Existe-t-il de nouvelles techniques pour la greffe du rein en particulier? Alors oui, il y a une première médicale en matière de dons, qui a eu lieu pour une fois en dehors de Marseille, puisque ça a eu lieu à Toulouse. Et c'est la greffe entre 2 sœurs par voie vaginale, robot assisté. Donc c'est vraiment une... Donc il n'y a pas d'ouverture, ça se fait... Voilà, alors évidemment ça évite les incisions, ça raccourcit le délai la durée d'hospitalisation, ça a quand même beaucoup d'avantages et ça peut, les dons robots assistés, si vous voulez, ont l'intérêt de pouvoir être réalisés chez ce qu'on appelle les gens qui sont obèses de façon morbide, c'est-à-dire les obésités importantes, ce qui est malheureusement quelquefois le cas parce qu'on a quelquefois des difficultés à faire maigrir les gens qui restent en liste d'attente parce qu'ils n'arrivent pas à maigrir correctement. Donc, je crois qu'on a une petite photo là qui illustre ce que vous êtes en train d'évoquer. Peut-être voilà, c'est l'équipe de Toulouse. C'est l'équipe de Toulouse, oui. C'est une greffe qui est récente. Hein. Ça date de quand ça date de mai 2015. Et ils ont refait une deuxième greffe au mois de juillet. Et ça marche aussi bien qu'une greffe traditionnelle. Ah, tout à fait, oui, oui. Et puis, vous voyez ce sac qui est mis au niveau du vagin et qui permet de protéger l'organe par rapport à la paroi vaginale. Donc c'est la permet à la fois de prélever et à la fois de greffer. Écoutez, bravo, hein, c'est une dernière innovation en matière de greffe du rein. Bravo à la science, bravo à vous, médecins qui pratiquez ça tous les jours. Alors, merci, professeur Coulanges, vous resterez avec nous pour le deuxième plateau. On va remercier nos invités, bien sûr. Et puis, nous allons enchaîner avec notre deuxième sujet. Nous allons à la rencontre de Christophe, greffé du cœur à l'âge de 32 ans, qui a toujours la pêche. Et vous allez voir, cette greffe lui a permis de transmettre la vie à son tour. Un reportage présenté par France Beru et Laura Cioffi. Je m'appelle Christophe Fourel, j'ai 43 ans, je suis marié, père de 2 enfants, Maxime et Thibaut, qui ont 9 ans et 6 ans. J'ai fêté cette année mes 10 ans de greffe. Alors j'ai eu la chance de bénéficier d'un don d'organes qui m'a permis de revivre, puisque pendant des années, je souffrais d'une maladie cardiaque sévère. À ce moment-là, mon cœur était dans un état tellement fatigué qu'il s'est arrêté de fonctionner. Le professeur Collard a dû à l'époque, à l'hôpital de la Timone à Marseille, m'implanter un cœur artificiel. Suite à l'implantation de ce cœur artificiel, j'ai été mis sur une liste de transplantation et j'ai eu la chance de bénéficier d'un don d'organes 2 semaines après l'implantation de mon cœur artificiel. On essaye soit par des opérations de pontage ou de remplacement de valves, soit avec les traitements médicaux ou les traitements interventionnels qui ont fait énormément de progrès, de préserver le cœur le plus longtemps possible et de permettre aux gens de mener une vie normale le plus longtemps possible. Mais au-delà d'un certain stade, quand le cœur est complètement détruit, la seule solution qu'on a, c'est soit de mettre en place un cœur artificiel
soit de faire une transplantation cardiaque, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de progrès sur le cœur artificiel implantable, la qualité de vie est quand même, et les risques sont quand même beaucoup plus faibles et beaucoup meilleurs avec une transplantation. Après la greffe, généralement, le patient reste un bon mois à l'hôpital, le temps que tout rentre dans l'ordre, que tout cicatrise. C'est la période vraiment la plus dangereuse et la plus critique. C'est là où il y a le plus de décès. Après, les patients sortent dans une maison de rééducation et après, ils reviennent régulièrement faire des examens. La première année, c'est tous les mois, puis tous les 3 mois. Et plus on s'éloigne de la greffe, plus les choses étant stabilisées, en l'absence de complications, on espace ces examens. D'abord, on vit très bien avec le cœur d'un autre. Nous vivons une vie quasi normale. Très bien. Bon, ben, tout est parfait. Vous pouvez garder une activité sportive normale, faire tout ce que vous voulez sans restriction. Continuer le même régime. Je crois que c'est la grande roue de l'humanité, en tout cas, qui a tourné, puisque moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un don d'organes. Une personne s'en est allée, a fait un don à la société de ses organes, et la société, avec des règles bien précises, m'a attribué un de ses organes, puisque j'ai eu la chance à ce moment-là de bénéficier du cœur de cette personne. Et maintenant, à mon tour, moi qui ai eu la chance de recevoir la vie, j'ai l'immense bonheur d'avoir pu redonner la vie à mes 2 enfants qui vivent tout à fait normalement aujourd'hui et qui n'auraient jamais été là sans ce don d'organes. Bienvenue encore sur le plateau à Tout Santé. On accueille nos nouveaux invités, le professeur Frédéric Collard, chirurgien cardiaque à l'hôpital de la Timone. Nous avons Christophe Forel que nous avons retrouvé sur le reportage et Hervé et le professeur Coulange qui sont restés avec nous. Alors première question à Christophe. Beaucoup d'émotions hein, dans ce film, on le ressent, et au travers de ce que vous vivez, vous avez vécu. Comment vous avez vécu cette rentrée scolaire avec toute cette expérience vécue que vous vivez? Je la vis comme une année de plus. Je vois que mes enfants grandissent et je suis toujours là pour les voir grandir. Donc c'est un immense bonheur de me dire que finalement, après tout ce qui m'est arrivé, après ce don d'organes, je continue à vivre tout à fait normalement. On vous a redonné la vie grâce au don d'organes et puis là vous avez transmis la vie, c'est le plus beau cadeau du monde, c'est ce qu'on ressent au travers de cette expérience. Comment on vit au quotidien? Là vous avez une pêche incroyable, quoi. Vous rayonnez, vous transmettez un enthousiasme débordant et pour autant j'imagine que c'est pas forcément facile tous les jours. Non, mais je crois qu'on vit très bien. On a quelques contraintes, mais qui n'a pas de contraintes, c'est pas possible. Tout le monde a des contraintes. C'est une vie très agréable. C'est une vie où il y a un certain suivi médical. Et je crois que c'est important ça, le côté suivi. Ouais, c'est très important puisque la vie d'un greffier du cœur, c'est un équilibre entre être trop immunodéprimé et d'être pas assez immunodéprimé. Et donc en permanence, j'ai un suivi à l'hôpital de la Timone pour régler mon traitement médical. Et vous faites d'autres activités sportives? Oui, j'ai repris une activité tout à fait normale. Je crois qu'on n'a pas de contraintes. Vous faites du golf, non? Oui, parmi d'autres sports. Mais champion de golf, non? Non. Je taquinais. Sur la partie, la relation avec vos enfants, comment vous leur avez expliqué cette période où vous avez construit, vous avez eu la chance de renaître, de revivre quand ils sont arrivés? Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Bien sûr, ils sont au courant, ils voient bien que tous les jours je prends des médicaments. C'est même eux qui me disent « Papa, attention, ton médicament c'est 8 heures, tu dois prendre ton médicament ». Donc ils sont très sensibles à ça et je crois qu'ils ont compris que j'ai eu une grosse intervention, que ce n'est plus mon cœur. Et ils le vivent très bien et je crois qu'ils font très attention à moi. C'est super. Professeur Collard, vous êtes chirurgien cardiaque, chef de service à l'hôpital de la Timone. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la recherche ou dans les transplantations cardiaques? Est-ce que les innovations marchent bien? Est-ce qu'on a vraiment évolué depuis ces 15 ou 20 dernières années? Alors sur la greffe cardiaque, on a énormément évolué, pas tellement sur le geste de la transplantation en elle-même, qui est très, très bien codifié, qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, mais on a énormément évolué, comme pour l'ensemble des autres organes, dans les traitements anti-rejet, dans les traitements après la transplantation. On s'est rendu compte ces dernières années que
on donnait avant des traitements anti-rejet à des doses beaucoup trop importantes, ce qui fait qu'on ne gagnait pas tellement sur le risque de rejet parce que le traitement est efficace, mais qu'on perdait à côté dans toutes les complications qui étaient induites par ces traitements. Donc ces dernières années, on a énormément diminué les doses de traitement anti-rejet pour diminuer les complications liées aux médicaments et donc tous les effets secondaires. Et on privilégie maintenant de multiplier chez les patients plusieurs traitements anti-rejet qu'on va donner chacun à des doses moins importantes plutôt qu'un traitement à des doses moins importantes. Et ce qui fait qu'on a maintenant énormément gagné dans les traitements anti-rejet, toutes les complications liées à la transplantation. Et quand vous voyez Christophe aujourd'hui, c'est une belle victoire pour la médecine, pour vous, pour votre travail. Alors oui, c'est une belle victoire pour la médecine et pour la transplantation. Ça permet surtout aux gens de se rendre compte que comment on est après une greffe cardiaque ou même une greffe d'un autre organe, qu'on reprend une vie normalement, on peut avoir des enfants, on peut reprendre une activité professionnelle. On ne porte pas sur son visage, hein, surtout pas Christophe qui est en pleine forme. Il est en pleine forme. Et dans les innovations, on a beaucoup parlé du cœur artificiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Actuellement, le cœur artificiel existe déjà. Il y a dans le monde plus de 50 000 patients qui ont été implantés avec un cœur artificiel au jour d'aujourd'hui. Actuellement, la qualité de vie qu'on a avec un cœur artificiel n'est pas encore aussi bonne qu'avec la greffe. Mais en fait, il y a déjà un certain nombre de patients à qui on met des cœurs artificiels parce que l'on ne peut pas les greffer, parce qu'ils ont des contre-indications au traitement anti-rejet ou bien qu'ils sont un peu trop âgés pour être greffés. Et on a, par exemple, nous, à Marseille, actuellement, une dizaine de personnes qui vivent à la maison avec un cœur artificiel définitif. D'accord. Et est-ce que dans la greffe du rein, par exemple, on retrouve ce cas de figure? Est-ce qu'on va tendre, la recherche va tendre vers un rein artificiel? C'est faisable? Oui, tout à fait. On est vraiment dans la même problématique. D'accord. Alors, on va prendre peut-être une dernière question avant notre parole d'expert, d'une téléspectatrice qui nous demande, question personnelle, comment vit-on avec l'organe de notre? Ouais. C'est Martine d'Avignon. Pour ma part, je pense que, d'abord, on vit très bien avec l'organe d'un autre. Je pense qu'il faut faire abstraction de cette notion de donneur qui a donné à une personne en particulier. Je crois que quand on est donneur, et je crois qu'ici il faut remercier toutes les familles des donneurs aussi, il faut les associer, on les oublie souvent. Le donneur a décidé de faire un don à la société. Et après, la société a des règles de fonctionnement établies par l'Agence de la biomédecine qui va définir comment les organes vont être dispatchés et répartis en fonction des différentes personnes qui sont en attente de greffe. Donc, moi, j'ai reçu un organe, j'ai reçu la vie, mais il n'y a personne qui a voulu me le donner à moi, Christophe Fourel. Il l'a donné à la société. Et moi, après, je l'ai reçu de la société. Donc, on vit très bien. Et c'est un beau cadeau qu'on accepte. C'est le plus beau cadeau. On m'a donné la vie. Ouais. Je crois qu'au départ, quand on commence dans la vie, on reçoit la vie. Et pour moi, je dis souvent, quand on s'en va, la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est redonner la vie et donner ses organes. Et c'est ce que vous avez fait avec vos enfants. Merci Christophe, merci professeur Collard. On va passer à notre rubrique pédagogique et un sujet important. Alors, petit jingle qui va accompagner cette rubrique et on va retrouver Hervé dans quelques instants. Alors Hervé, éclairez-nous sur le parcours psychologique pour une greffe. Comment vit le patient? Quelles sont les étapes? La question qu'on se pose quand on va être greffé, c'est est-ce que je vais avoir une vie normale après? Alors finalement, la définition du mot normal est différente pour tous les mots. Est-ce que votre vie est normale? Est-ce que la mienne est normale? Je crois que la vraie question, c'est de se dire, est-ce que je vais retrouver la même vie que j'avais avant? Et la réponse est clairement non. Elle est clairement non, puisqu'il va se passer des choses importantes, que ce soit pour le patient, pour la famille. L'intérêt, c'est de en faire une force et pas une faiblesse. Donc en fait, sur ce parcours-là, en gros, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'annonce. L'annonce de la greffe. C'est ambivalent, puisque quand on vous dit on va vous greffer, ça veut dire qu'il y a un danger de mort imminent, mais en même temps, de l'espoir de vie, on va vous greffer un organe. Ça, c'est la première chose difficile à vivre. La deuxième chose, c'est l'attente. L'attente de la greffe, on est derrière son téléphone et le problème, c'est que le patient est complètement passif et inactif et il est soumis aux contraintes du don d'organes. Et finalement, la troisième, c'est la période périopératoire. Il vient d'être opéré, c'est une nouvelle naissance, tout va bien, il est dans un milieu médical réconfortant et à ce moment-là, il y a, et dans les études le montrent souvent, la plupart des cas, un déni du donneur. C'est-à-dire, et c'est protecteur, il faut le respecter complètement. Et ce déni, progressivement, tôt ou tard, en fait, le receveur va se sentir redevable. Et par définition, il ne connaît pas
son donneur. Donc ce sentiment d'être redevable va rejaillir sur l'équipe médicale, sur le chirurgien, sur le système médical. Donc voilà, je pense que c'est assez complexe à prendre en charge, mais c'est une notion importante. Mais merci Hervé. Alors pour conclure un peu ces thématiques, j'ai une question, Christophe. On entend souvent qu'on manque d'organes, et que les gens ne sont pas spontanément forcément enclins à prendre une carte de donneur. Comment vous pourriez les sensibiliser en 2-3 phrases pour qu'ils aient cette démarche et surtout pour que leur famille soit bien au courant? Je crois qu'il y a très important, c'est d'en parler en famille, déjà de se positionner en famille, dire si on est pour ou contre le don d'organes. Et si vous voulez un moyen rapide pour savoir si vous êtes pour ou contre, imaginez-vous dans une réanimation avec un cœur artificiel. Et là, on vous dit que vous allez être greffé. Et à ce moment-là, vous posez la question, êtes-vous pour ou don d'organes? Si vous êtes capable de recevoir un organe, je pense que vous allez bien comprendre que vous êtes capable d'en donner un. Ouais. Christophe, merci. Merci sur ces derniers mots. Donc, je pense que c'est important que chacun se pose la question, y réponde et en parle, bien sûr, en famille. Alors, nous allons, pour la dernière rubrique, la rubrique qui concerne le web. Bruno est allé nous chercher des choses assez exceptionnelles, une greffe très particulière. Bruno Benck va venir nous rejoindre sur le plateau pour nous parler de cette découverte. Alors Bruno, cette semaine, qu'est-ce que vous avez retrouvé sur le web? Il s'agit d'une bruxelloise de 19 ans à qui on a greffé une oreille sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras? Tout à fait. Pour écouter Alors, non ou... pas qu'elle voulait se créer des potins, faire le bouche à oreille, non. C'est quelque chose de très sérieux. En fait, elle a eu un cancer de la peau de l'oreille, donc. Elle a dû être amputée de son oreille pour éviter les métastases notamment. Elle a eu donc une espèce de prothèse qu'elle devait enlever souvent, c'était pas très pratique. Elle a demandé donc à un chirurgien ce qu'il pouvait faire. Incroyable cette image qu'on voit à l'antenne. Tout à fait. C'est sur le, donc là, sur le bras. Ce qu'on voit ici, c'est cette greffe. Il s'agit d'une pièce plastique, donc en forme d'oreille, un plastique poreux. Et le chirurgien a vascularisé cette pièce avec, à l'aide de l'artère radiale qu'il a un petit peu déviée. Et si bien que cette pièce plastique a été recouverte de la peau de l'avant-bras grâce à la vascularisation. Et quand elle était entièrement recouverte, eh bien, le chirurgien l'a enlevée et l'a greffée au niveau de l'abouchement du conduit auditif externe de la patiente. Un petit trou dans la pièce plastique pour pouvoir faire passer le son et le tour est joué. Maintenant, elle entend bien, elle a une oreille à demeure. Incroyable, incroyable, belle innovation encore pour la greffe. On n'arrête pas le progrès. Merci Bruno, merci à nos invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Alors nous nous retrouvons dans 15 jours pour de nouveaux reportages et témoignages et nous traiterons du cancer du sein. Donc pour ceux qui auraient des témoignages à porter, n'hésitez pas à nous envoyer à atout-org.com tous vos messages, tous vos témoignages et surtout vos questions pour que nous les présentions sur le plateau. En attendant, soyez tous acteurs de votre santé.